Et la parole est à Monsieur le ministre Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai écouté votre intervention avec attention, Monsieur le Ministre. Je n'ai pas trouvé la réponse claire que j'attendais aux questions que je me posais. Je vais m'expliquer. En 2 points, politique économique d'abord, et puis, si vous le permettez, les questions monétaires. Moi, je ne vois aucun signe d'embellie. D'un côté, le renforcement de la rigueur, réclamé par la Commission, appuyé par l'Allemagne. De l'autre côté, la poursuite de la glissade du dollar, même après les déclarations de Madame Lagarde, qui naturellement aboutit à la revalorisation de l'euro. L'Europe est menacée par un retour de la récession. Monsieur Young a évoqué le joueur de flûte de la bonne ville de Hameln, mais nous courons derrière, avec les rats. Nous allons nous jeter dans le précipice. Ce serait se tromper lourdement de ne pas faire le lien entre ces perspectives peu réjouissantes et le mécontentement social qui existe dans le pays et qui dépasse le problème des retraites. C'est que la France est un pays très politique et comprend intuitivement l'impasse dans laquelle elle est engagée. On peut reculer l'âge de la retraite, on peut augmenter le nombre d'annuités pour la retraite. Si l'offre de travail n'est pas là, si la croissance économique n'est pas au rendez-vous, on ne va pas résoudre le problème des retraites. La longueur de l'économie surdétermine le reste. La zone euro est la lanterne rouge de la croissance à l'échelle mondiale. Et le choix de la monnaie unique fait, il y a plus de 2 décennies, a mis la France, il faut le dire, sur une mauvaise route. L'euro dans la guerre des monnaies apparaît comme une variable d'ajustement. La monnaie unique creuse les différences entre les économies industrielles à forte intensité technologique, comme l'Allemagne, et les pays dont les exportations sont plus sensibles aux élasticités de prix, comme la France ou les pays méditerranéens. Tout cela, le pays le sent, et croyez bien que je ne m'en réjouis pas du tout. Cette impasse a quelque chose de tragique. Les initiatives du président de la République sont souvent pertinentes. Quand je lis les discours, par exemple le discours de Davos, je trouve ça remarquable. Mais il faut que ça suive dans la réalité. Est-ce le cas? Prenons la politique économique. La Commission européenne a fait des propositions de nature législative. Elles ont un caractère surréaliste. Rien sur la relance de la demande intérieure, rien sur la relance par les salaires, rien sur un emprunt européen qui pourrait nourrir un plan d'infrastructure ou le développement de la recherche. Le plan européen est totalement contraire à la politique américaine de relance de l'économie et même au soutien que semble initier la Chine pour ce qui est de sa demande intérieure. Nous avons une politique qui va à contre-courant si on raisonne à l'échelle mondiale. La Commission européenne propose de durcir le pacte de stabilité. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Richard Young. Il me semble que la prise en compte de la dette pour la ramener à 60%, ce qui signifie clairement un excédent budgétaire de 1,25% du PIB pour la France chaque année pendant 20 ans pour arriver à cette norme de dette considérée ainsi à égalité avec le plafonnement à 3% du déficit budgétaire, ça je pense que c'est vraiment une pénitence beaucoup trop dure que nous nous infligerions à nous-mêmes. Et je vous demande d'y réfléchir. Inacceptable et même franchement ubuesque est la proposition de taxer les pays en difficulté. Et on verrait les pays les plus prospères se partager le montant des amendes fixées à 0,2% du PIB des pays en difficulté, et le produit des intérêts des dépôts qui seraient imposés à ces mêmes pays en difficulté. On croit rêver. La proposition de la Commission
de faire voter le Conseil à la majorité inversée pour l'application des sanctions m'interpelle. Vous ne l'avez pas évoqué. 35% des voix au Conseil, plus 45% des États. Donc là, on change le traité, carrément. Parce que le traité, il dit, si je me souviens bien, 55% des voix et... non, 55% des États et 65% des voix au Conseil. Alors là, moi je suis pour, s'il peut y avoir un vote par consensus, parfait. Mais le traité est le traité. Vous savez très bien que je n'ai pas voté le traité de Lisbonne, qui reprend la Constitution européenne, rejetée par le peuple français. Donc je n'ai pas voté ce traité. Mais j'observe qu'il pose des règles. Et ces règles, excusez-moi, il faut les appliquer. Hein, on ne peut pas faire le contraire. Ça, c'est pas possible. Alors, je vous poserai une question à ce sujet dans quelques instants. La Commission formule d'autres propositions tout à fait dangereuses, voire attentatoires à la démocratie. Ainsi, la prise en compte des exigences du pacte de stabilité à travers les règles d'élaboration des budgets nationaux. C'est ce que M. Trichet appelle le fédéralisme budgétaire. Le fédéralisme budgétaire, ça veut dire qu'on retire au Parlement le soin d'approuver le budget. C'est le contraire de la démocratie. Alors là, la légitimité démocratique des institutions européennes, elle en prend un coup. Alors, plus raisonnable, la proposition d'évaluer les risques de déséquilibre macroéconomique ex ante, comme M. Young l'a rappelé tout à l'heure. Alors, il y a l'accord franco-allemand. Alors, je me frotte un peu les yeux, je vous ai écouté, mais j'ai pas bien compris. Expliquez-nous, Monsieur le Ministre, ce qui s'est passé à Deauville le 18 octobre. Les termes de l'accord sont très ambigus. Les sanctions, dit le texte, devraient être plus automatiques. Ou bien elles sont automatiques, ou bien elles ne le sont pas. Plus automatiques, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout en respectant le rôle des différentes institutions et l'équilibre institutionnel. Cet équilibre institutionnel était-il menacé? Et par qui? Hein, je viens de le dire. Donc vous m'avez compris. Monsieur le ministre, vous nous avez insuffisamment précisé le sens de toutes ces formulations. Qu'il s'agisse du volet préventif, qui serait à privilégier, comme l'a dit M. Bizet, et comme l'a dit également M. Young, par rapport au volet coercitif. La déclaration franco-allemande souhaite réviser les traités sur 2 points. L'implication du secteur privé dans la résolution des crises et la pérennisation du mécanisme de stabilité financière, mais ce sont 2 notions contradictoires. Dans quelle mesure est-ce que les banques seront amenées à renoncer à leurs créances? Voilà la question que je vous pose. Puis deuxièmement, une révision du traité tendant à suspendre les droits de vote d'un État qui aurait violé les principes de base de l'Union. En quoi cette procédure très grave se différencie-t-elle fondamentalement de la proposition d'exclusion d'un pays de la zone euro qu'avait faite Mme Merkel au printemps dernier? Imagine-t-on un pays tant soit peu soucieux de sa dignité, acceptant de faire partie d'une Union européenne qui lui aurait retiré voix au chapitre? Cette proposition est irresponsable. Je reprends sans doute dans un sens différent l'adjectif qu'a employé Mme Reding, avec laquelle je ne me solidarise pas outre mesure. Mais le mot, le qualificatif, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la proposition d'exclure en fait un pays de l'Union européenne, ce n'est pas responsable. Alors je ne sais pas si je donne raison à Mme Reding, je ne le pense pas. Mais le mot, le qualificatif, n'est pas mal choisi. Tout cela, c'est très dangereux. Monsieur le ministre, c'est très dangereux. J'entends M. Trichet qui dénonce l'insuffisante rigueur du dispositif annoncé. Il est dans son rôle de pape de l'orthodoxie néolibérale. Hein. Le Conseil européen traitera d'autres points. Les hedge funds, passeport européen. Est-ce qu'on pourra contrôler l'origine des fonds dès lors que ces passeports seront donnés par des autorités nationales, britanniques par exemple, hein, alors qu'on sait que la moitié des transactions sont le fait de ces hedge funds. Hein. Que signifiera le pouvoir d'injonction de l'autorité européenne des marchés auquel Mme Lagarde a fait allusion? Hein. Il faut, paraît-il, selon elle, concilier la protection des investisseurs et la mobilité des capitaux. Ne serait-il pas plus opportun de freiner celle-ci par l'imposition d'une taxe sur les transactions financières? Nous avons proposé, hein, je vois le président Collin hocher de la tête. Mes dernières observations portent sur les questions monétaires. Alors là, je ne crois pas du tout Mme Lagarde quand elle dit que la guerre d'échange n'aura pas lieu. C'est comme la guerre de Troie, selon Giraudoux, en 1939. Hein,
j'ai beaucoup de respect pour Mme Lagarde, mais je tiens à dire que je pense que son optimisme est un optimisme de commande. Le président de la République a insisté sur les réformes qu'il fallait faire pour mettre un terme au non-système monétaire international, mobilité des capitaux, domination d'une seule monnaie, meilleure coordination des politiques économiques et monétaires. Moi, je vois rien de tout ça. Après la réunion qui s'est tenue en Corée du Sud, je vois que les Américains ont demandé une bande de fluctuation de plus 4 et moins 4% du PIB des pays concernés pour leur excédent ou leur déficit commerciaux. Cela vise la Chine et l'Allemagne. L'Allemagne a riposté, puisque M. Bruderlé, ministre de l'économie, a déclaré qu'une manipulation excessive des liquidités constituait une manipulation indirecte du taux de change, ce qui est d'ailleurs évident. Il a raison, M. Bruderlé. Bon, vous avez accepté une réforme de la gouvernance du FMI en donnant 6% des quotes-parts et des droits de vote aux pays émergents, aux dépens de l'Europe. Ça aurait été mieux si ça avait été dans le cadre d'un accord global. Alors, 2 mots pour dire que on ne peut qu'être inquiet de l'affaiblissement du dollar qui se poursuit, qui va saper inévitablement la compétitivité des produits européens. Je pense particulièrement à Airbus, à nos industries de défense, fabricants d'hélicoptères, à notre industrie automobile. Ce sera un puissant encouragement à la poursuite des délocalisations industrielles et au redéploiement de nos grands groupes vers les pays émergents ou à monnaie faible. La revalorisation du yuan, parlons-en, 2,7% depuis qu'en juin, les autorités chinoises ont affirmé le principe de la réévaluation de cette monnaie. Donc j'ai fini, Monsieur le Président. La guerre des monnaies peut susciter un retour du protectionnisme. C'est l'évidence. Je vous demande de ne pas accepter, et par devers vous, ma demande s'adresse au Président de la République, à Bruxelles, de ne pas accepter l'automaticité des sanctions vis-à-vis des pays qui ne peuvent réduire rapidement leur déficit, de préserver la place et le rôle du politique dans les institutions européennes, de refuser la dérive technocratique et disciplinaire qui se part du masque d'un pseudo-fédéralisme en réalité antidémocratique. Je vous demande d'essayer de convaincre l'Allemagne qu'elle a tout à gagner à défendre, au-delà de ses intérêts propres, les intérêts de l'Europe tout entière. Encourager la Banque centrale européenne à pratiquer une politique de détente monétaire plus forte pour éviter la déflation. Ne donnez pas carte blanche à M. Axel Weber. Introduisez quelques grains de sable dans le fonctionnement des marchés financiers. Défendez les intérêts de l'Europe face au G2, cette alliance conflictuelle entre les États-Unis et la Chine. Défendez surtout les intérêts de la France, dont personne ne se souciera, Monsieur le Ministre, si vous les oubliez. Votre tâche est difficile. Guillaume d'Orange disait « il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre ». Il ajoutait « dit de réussir pour persévérer ». Mais il y a quand même des limites à l'échec d'une politique. Quand une politique échoue depuis trop longtemps, comme c'est le cas du choix de la monnaie unique fait à Maastricht, le courage, l'audace, le souci de la France et des générations futures peuvent commander d'en changer. Soit vous changez les règles du jeu, en accord avec nos partenaires, dans le sens de la relance, bien évidemment. Soit alors vous changez de jeu, en jouant rudement s'il le faut, le seul jeu de la France. Merci. Merci.